Le journal. Bonsoir à tous, les titres du journal. Les résultats du second tour du baccalauréat session août 2020 sont connus sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal, nous irons à Makokou et au centre d'examen Immaculée, c'est à Libreville. La création de l'ordre national des sages-femmes du Gabon à l'ordre du jour de l'audience entre le ministre de la Santé et le bureau directeur de l'association des sages-femmes du Gabon. Et puis l'État se donne 3 ans pour réaliser la transgabonaise. Un accord a été paraphé ce jeudi entre la Société autoroutière du Gabon et l'entreprise de construction internationale Afcans pour la réalisation de 80 km en 1 an et demi. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon, la référence. En ouverture de ce journal, les résultats du second tour du baccalauréat session 2020 sont connus sur l'ensemble du territoire national. À l'intérieur du pays, à Makokou, dans la province de Logo-Ivindo, les résultats du centre du lycée Alexandre Samba sont satisfaisants. C'est ce que nous rapporte Cécilia Akoumamendom. Les résultats du second tour du baccalauréat du centre du lycée Alexandre Samba de Makokou sont connus. Il s'agit de 647 admis, soit un pourcentage de 77,12% de réussite et 192 ajournés, soit 22,88% de taux d'échec. Pierre Ndembi Mafumbi, président du jury du centre du baccalauréat de Makokou. L'organisation du baccalauréat, en tant que président du jury et tous les membres du secrétariat qui m'ont accompagné durant ces 3 semaines, nous ne pouvons que nous réjouir et nous satisfaire évidemment des résultats qui ont été fournis. Les résultats qui ont été fournis par le bon travail d'abord, il faut le dire, du secrétariat qui fait un travail minutieux. Pour vous dire, même on a dû parfois rappeler les candidats. Donc il faut d'abord saluer le travail technique qui a été fait. Et en plus aussi le président du centre, M. Obama, qui a tenu sa structure d'une bonne main de fer. Et en plus maintenant, je veux aussi remercier les harmonisateurs. Donc, il faut vous dire que les résultats que je vous donne sont d'abord liés au fait que notre travail des harmonisateurs a été évidemment bien fait. Rappelons qu'au départ, la série A1 avec 124 admissibles qui ont réalisé un pourcentage de 100% de réussite au second tour. La série B, quant à elle, avait 223 admissibles. Seuls 2 ont été ajournés, soit un pourcentage de 99,11% de réussite et 0,89% d'échec. Les séries C et D ont également réalisé les pourcentages de 100% de réussite au second tour, ce qui porte à un total de 647 admis sur 839 au départ. Le pourcentage de 77,12% de réussite et 192 ajournés, soit 22,88%, sont des résultats satisfaisants pour les organisateurs du baccalauréat au centre unique du lycée Alexandre Samba de Makokou, du centre du baccalauréat du lycée Alexandre Samba de Makokou. Cécilia Akoumamendom pour Radio Gabon, la référence. Toujours avec les résultats du second tour du baccalauréat session août 2020, la rédaction de Radio Gabon a sillonné quelques centres d'examen de la capitale où la joie des admis était perceptible. Également les statistiques du centre Immaculée Conception. Le point avec Edgar Kaba. Air musical illustratif, la ferveur que procure l'obtention du baccalauréat s'est fait entendre. À l'issue des résultats du second tour, quelques nouveaux bacheliers ont dit leur joie. Je viens d'obtenir mon bac D. Je viens d'avoir mon bac C, admissible au 2e tour, mais je remercie le Seigneur, c'est lui qui a tout pourvu. Au centre d'examen de l'Immaculée Conception, la présidente du jury nous a livré les résultats obtenus de ce côté. Eugénie Ayant. Pour la série A2, nous avions 127 admissibles. Et tous ont été admis. Donc au départ, nous avions plus de 30% d'admis au premier tour. Avec les 127, ça nous fait pour le centre plus de 70% au total. Ces nouveaux bacheliers 2020 viennent donc ainsi de franchir un palier.
Focus sur l'état de plusieurs écoles primaires de Libreville. Entre embellissement et dégradation, le constat est amer dans bon nombre de ces écoles. Le reportage est signé Edgar Kaba. D'abord à nos côtés, une des résidentes, et faisant le tour de l'école publique de Venez-Voir, qui aujourd'hui est devenue l'ombre d'elle-même, à l'approche de la rentrée des classes 2020. C'est une salle que les tableaux ne sont pas réalisés, mais non pour l'herbe, le derrière c'est plus pire. Et ça fait combien de temps que l'école est dans ce mauvais état? Nous on a fait ici 6 ans, c'est depuis 2014 qu'on est ici. Non loin de là, il y a l'école publique de la Pairie. Là aussi, portail central fermé, petit portillon ouvert de temps en temps, et l'école n'a pas encore subi de cure de jouvence. Témoignage d'un petit apprenant vivant à proximité et qui a dépeint le décor qu'il voit depuis un certain temps. Il y a beaucoup l'herbe, il y a beaucoup les cailloux, il y a beaucoup la saleté. C'est juste que nous, quand on vient à l'école, on ramasse les papiers, puis on pas jeter la poubelle. Ils n'ont rien arrangé. Éric Lapeta, président de l'association des parents d'élèves de l'école publique des Charbonnages. Dans plusieurs établissements, ces écoles se retrouvent dans un état de délabrement avancé. Ici, nous appelons le gouvernement à faire aussi un accent dessus, mettre un accent dessus, parce que la rentrée prochaine, ce sont ces écoles-là qui seront sollicitées. La réhabilitation d'établissements scolaires, un dossier peut-être de plus sur la table de la tutelle. On parle pour la suite de ce journal de l'audition ce matin au Conseil économique, social et environnemental. C'est ceux du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par les conseillers membres de cette institution. Lambert Noël Mata a été invité à s'expliquer sur plusieurs questions liées au fonctionnement du département dont il a la charge en cette période de crise sanitaire. Le point avec Bernadette Zan-Eyi. Avec une régression de la propagation de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays, les conseillers membres du CSE, le Conseil économique, social et environnemental, ont voulu comprendre les raisons du maintien du couvre-feu jusqu'à ce jour. Lambert Noël Mata, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. La tendance baissière que nous observons aujourd'hui ne doit pas être flatteuse ou trompeuse, parce qu'on a constaté, sans être spécialiste, que tous les États où il y a eu une tendance baissière, il y a eu à nouveau une resurgence de la pandémie et qui est plus meurtrière. Donc nous croisons les doigts pour savoir est-ce que notre pays va échapper à cette tendance, à cette spirale. Donc si cette tendance baissière est durable, il est possible, il est, j'allais dire, indispensable qu'un certain nombre de mesures restrictives soient légèrement ou essentiellement assouplies. Autre préoccupation exprimée par les membres de cette institution, celle relative au maintien de la mesure de fermeture des lieux de culte alors que les marchés sont ouverts et l'organisation des mariages, des deuils et des activités politiques sont désormais autorisées. À ce sujet, le ministre d'État a rassuré des mesures envisagées par le gouvernement. Personne ne peut méconnaître le rôle joué par les communautés religieuses dans l'éducation, la formation, l'harmonie, dans la stabilité et la paix de notre pays. En tant que ministre du culte, je préside, après le Premier ministre, la commission qui a été mise en place, une commission mixte, gouvernement, leader des communautés religieuses, pour examiner la problématique de la réouverture des lieux du culte. Mon collègue de la santé et moi-même avons visité un certain nombre de lieux du culte, les résultats ont été satisfaisants, et nous attendions avant de nous prononcer, puisqu'on a reçu le mandat du Premier ministre, d'élaborer un rapport qui ne concerne pas seulement les lieux de culte de Libreville, l'Estuaire, mais l'ensemble du territoire national. Il se trouve simplement qu'il pourrait y avoir une réouverture, mais en appelant les uns et les autres à plus de responsabilité et de vigilance. Tout en dénonçant la multitude des postes de contrôle qui a eu un impact considérable sur l'approvisionnement en denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire, les conseillers ont suggéré l'harmonisation des différents services avec la mise en place d'un guichet unique. Pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White, a été également auditionné sur les mesures prises par son département pour booster les exploitants de ce secteur en cette période de la COVID-19 et assurer la sécurité alimentaire freinée par le conflit homme-faune. Retrouvons à nouveau Bernadette Zan-Eyi. Perçu comme un frein à l'activité agricole rurale, le conflit homme-faune préoccupe la société civile gabonaise. En répondant à l'invitation des conseillers membres du CSE, le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White, a expliqué la difficulté de son département à trouver des solutions à ce problème en l'absence de l'inscription d'une ligne budgétaire dans les différentes lois des finances. Un problème difficile nécessite des moyens. Je n'ai pas de moyens. Donc, je ne peux pas régler le problème. Nous avons fait de notre mieux de trouver des financements avec les bailleurs. Nous avons
identifier la technologie qui peut servir. J'espère qu'on va pouvoir trouver plus de moyens pour agir, mais je serai en conseil du cabinet du Premier ministre mercredi pour parler de la forêt. Comme tous les autres ministres, je passe devant le PM. On va en discuter et on va voir dans la loi de finances 2021, est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose. S'agissant de la sécurité alimentaire avec l'affectation des terres, le ministre propose comme nouvelle méthode la construction à l'intérieur du pays de barrières qui constitue un moteur de l'évolution de l'agriculture. Allons au ministère de la Santé pour parler cette fois de cette audience ce matin entre le ministre de tutelle, le Dr Guy Patrick Obiandong, et le bureau directeur de l'Association nationale des sages-femmes du Gabon. Au centre des échanges, la création de l'Ordre national des sages-femmes et plusieurs autres questions liées à l'encadrement de cette corporation. Compte rendu Ahmed Ryan Nziengi. L'adoption du projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon par le Conseil des ministres en sa séance du 14 août 2020 était au menu des échanges lors de cette audience qu'a accordé le ministre de la Santé au bureau directeur de l'Association nationale des sages-femmes du Gabon. Olga Mavungu épouse Boukouyi Mabiala, présidente nationale de la dite association. Ma joie est grande. Et si ma joie est grande, elle traduit la joie grande de toutes les sages-femmes. Nous avons lutté pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce. C'est une date mémorable pour nous. Ce projet a une histoire, celle de la rencontre du centre hospitalier régional de Franceville dans le Haut-Ogooué, où l'antenne locale de cette association avait soumis la doléance à la première dame pour solliciter son soutien. C'est donc grâce au leadership de cette dernière et son engagement constant sur des questions de santé que ce projet a vu le jour. Grâce à l'appui et l'implication personnelle de Madame Sylvia Bongo, première dame de notre pays, qui a donné vraiment du tout pour que ce texte soit adopté. L'Ordre national des sages-femmes du Gabon aura donc pour principale mission d'assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux et professionnels des sages-femmes. Alors, ça vient renforcer notre cadre juridique par rapport à notre profession parce qu'il y avait vraiment un vide. Et la mission première, c'est de veiller sur la sécurité et la qualité des soins que l'on octroie au public, mais surtout défendre l'honneur, défendre l'éthique et l'indépendance de la profession. Face au problème de vieillissement des sages-femmes dans nos structures hospitalières, le ministre de la Santé a également sollicité l'appui de cette association pour le recensement des différentes sages-femmes sorties de l'Université des sciences de la santé et des écoles privées d'enseignement supérieur pour régularisation des situations administratives. L'audience a pris fin avec la remise symbolique de l'ordonnance portant création, attribution et organisation de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon à la présidente nationale par le ministre de la Santé en personne, le Dr Guy Patrick Obiandong. Et puis du côté d'Ontoum, depuis un certain temps, les populations ne respectent plus les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Une situation difficile à trouver les explications, mais qui inquiète plus d'un. Le point avec Maurice Mongonga. Satisfaite du déclin de la pandémie du Covid-19 confirmée par les statistiques journalières du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus dans notre pays, les populations d'Ontoum et ses environs semblent baisser la garde à travers des mauvais comportements, ne respectant plus les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de ce virus au Gabon. Le port du masque ne l'est plus que par peur d'être interpellé par un agent des forces de sécurité. On le porte, c'est lorsque l'on s'approche d'un poste de police ou de gendarmerie. Dans les milieux publics, marchés, magasins et administrations, la distanciation physique n'est plus respectée. Même cas de figure dans les transports en commun où taximens et clients ne portent plus de masque. Moi déjà qui vous répond, qui vous parle, j'ai mon masque avec moi, je porte mon masque et j'en ai même encore d'autres dans ma sacoche que celui qui n'en a pas, j'offre, je distribue. Il faut parce que tout le monde doit porter ce masque-là. Vous comprenez que le masque est obligatoire, il faut le porter et c'est une garantie pour tous les humains. Dans tous les cas, nous devons prendre conscience et se mettre en idée que le Covid-19 est toujours dans le milieu. Il serait donc nécessaire de protéger notre santé en continuant à respecter les gestes barrières. Depuis les bords de Lambé à Akok, Pantoum, Maurice Mungonga de Kougou pour Radio Gabon, la référence.
On parle dans ce journal de la cérémonie ce jeudi consacrant la signature du contrat de sous-traitance et de la maintenance de la route économique dite transgabonaise, un contrat de partenariat public-privé entre la société autoroutière du Gabon et l'entreprise de construction internationale Afcans. Objectif, réaliser plusieurs centaines de kilomètres de réaménagement en 3 ans, soit d'ici 2023. Les détails avec Issa Steve Mefan. Finaliser un premier processus conduisant au démarrage des travaux de construction de la route PK24 au PK105, objet de la signature d'un contrat entre la Société autoroutière du Gabon et l'entreprise de construction internationale Afcons. Son dossier s'étant avéré plus compétitif pour réaliser 81 km en 1 an et demi, première étape de la transgabonaise. Amandine Ogwebanja, directeur général adjoint de la Société autoroutière du Gabon. Contrat pour la réalisation de 81 km de voies express et de routes au départ de Nkok. Le premier tronçon de 25 km entre le PK50 et PK75 est prévu d'être achevé dans à peine plus d'1 an. Les travaux seront entrepris sur le tronçon de manière à ce qu'au printemps 2022, les 81 premiers kilomètres de la transgabonaise soient achevés. Soulignant l'importance de ce projet phare qui est la transgabonaise pour le chef de l'État en vue d'améliorer le bien-être des populations, le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balondi, en appelle à la responsabilité des partenaires. Ce projet est le projet phare du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous devons donc, chacun en ce qui le concerne, matérialiser sa vision. Cette route va traverser près de 6 provinces, soit 6 sur 9, 60% du pays. Les impacts d'un tel projet seront manifestes et vont changer de façon significative la vie des Gabonais et de ceux qui vivent au Gabon. Je voudrais appeler à la responsabilité de chaque acteur pour que ce projet se fasse dans les délais, dans la qualité. En tant que maître d'ouvrage contre l'État, nous allons y tenir. La signature de ce contrat d'ingénierie de construction est l'aboutissement d'une procédure de mise en concurrence. Depuis mars 2020, 14 entreprises de renommée internationale ont manifesté leur intérêt et 5 ont été retenues après examen de leurs références pour recevoir le dossier d'appel d'offres visant l'aménagement de 828 km de la transgabonaise, route principale traversant le pays d'est en ouest. Autre actualité dans ce journal, la gendarmerie nationale gabonaise veut soigner son image. Le nouveau commandant en chef de ce corps, Hugues Barassois, y tient personnellement et a même, lors de sa cérémonie de prise de contact, fait plusieurs annonces allant dans ce sens. Gaël Mbimba Okoko. Cette vision d'une gendarmerie gabonaise juste, belle, professionnel et digne d'envie est le souhait du nouveau commandant en chef, Hugues Barassois. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont déjà été menées. Général Hugues Barassois. J'appelle les responsables à tous les échelons à faire preuve d'initiative et d'innovation afin d'arrimer la gendarmerie nationale, notre corps, au train de l'émergence. Officiers, sous-officiers, dès notre engagement dans la mission de lutte contre la propagation de la Covid-19, et en moins de 3 mois, la gendarmerie a bénéficié de 11 véhicules afin de restaurer et d'accroître la mobilité de certaines de nos unités. De la réfection de la barrière du camp Gros Bouquet et du Grand Portail, la réhabilitation des sanitaires dans les bâtiments administratifs de Gros Bouquet, la réhabilitation du groupement d'instruction de gendarmerie, l'état des lieux des équipements de fourniture d'électricité et d'eau dans toutes les casernes de Libreville et Ovendo, et éventuellement, dans les jours à venir, les forages en vue d'améliorer la desserte des casernes en eau. Exercer le métier de gendarme dans des conditions les meilleures, tout en restant professionnel et exemplaire, est désormais la voie à suivre pour tout agent de ce corps d'élite. Ceux qui vont tenir le cap seront félicités publiquement, dit le commandant en chef. Dorénavant, nous féliciterons publiquement les personnels qui se seront distingués dans leur service et auront fait honneur à la gendarmerie par leur probité, courage, bravoure ou toute autre action d'éclat allant dans le sens de garantir la sécurité des personnes et des biens ou le fonctionnement efficient de nos services. À tous, soyez vigilants en toutes circonstances, soyez disciplinés et obéissants. Faites montre de professionnalisme, travaillez avec dévouement, aimez votre métier. Les jalons d'une gendarmerie nationale véritablement au service des personnes et des biens et épargnés de certains mots qui ont autrefois terni son image sont posés. Reste maintenant leur application par les agents au quotidien.
Et sans transition, l'actualité hors de nos frontières. En 2001, les États-Unis ont été victimes d'un attentat provoqué par le groupe terroriste Al-Qaïda dont le leader était Oussama Ben Laden. Au sortir de cette crise, le gouvernement américain a adopté des mesures de sécurité dans le but de contrôler l'espace aérien. Carolina Soumou-Mombe nous donne quelques informations sur cette crise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont de loin le pays le plus puissant au monde. En 1945, la guerre froide les pousse dans un conflit indirect avec l'URSS afin d'empêcher la propagation du communisme. La crise des missiles de Cuba conduit à une période de détente, mais ne signifie pas la fin des tensions. Les États-Unis interviennent au Vietnam. Durant les années 70, ils affrontent des critiques quant à leur politique et marquent un recul sur la scène internationale. Le retour de Reagan en 1981 permet une offensive des États-Unis. La guerre froide se termine en 1991. Les États-Unis, devenus une hyperpuissance, apparaissent comme les garants d'un nouvel ordre mondial et prônent le multilatéralisme. Mais le matin du 11 septembre 2001 fut un jour sombre pour cette grande puissance. Un détournement de 4 avions de ligne et l'écrasement de 3 d'entre eux contre des cibles déterminées préalablement. Le World Trade Center, le Pentagone provoque la mort d'environ 3000 personnes. Il s'agit de l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis qui a pour conséquence le retour des Américains à l'unilatéralisme. 11 septembre, une date qui marque par ailleurs le bouleversement géopolitique et géostratégique du monde avec une évolution des relations internationales à plusieurs étapes. Écoutons cette réaction de Jaurès Edou, spécialiste des relations internationales. Il est au micro d'Ahmed Ryan Ziengi. Il y a 3 grandes étapes, l'évolution des relations internationales. Donc, il y a la première étape, la bipolarité entre 2 grandes puissances. Il y a l'URSS d'un côté et il y a également les États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a la deuxième étape, la réorganisation des relations internationales ou encore le nouveau rapport de puissance et enjeux mondiaux. C'est cette étape, en fait, qui est marquée plutôt par la fin de la guerre froide, unipolarité du monde, de la redéfinition de la gouvernance mondiale. Ensuite, nous avons la dernière étape, c'est celle du 11 septembre 2001 où les États-Unis seront frappés par plusieurs attentats et George Bush, qui était président durant cette période-là, va déclarer une guerre contre le terrorisme. Et cette période va marquer la 3e étape de la réorganisation des relations internationales. L'Afrique devrait véritablement être au devant de la scène. Cela passe par la réforme de l'Union africaine et cette réforme de l'Union africaine doit véritablement mettre un accent particulier sur l'autonomisation de cette institution-là et plus de solidarité des pays africains. On parle de la zone de libre-échange continentale. Pour être véritablement au cœur des questions relatives à la commercialisation, il faudrait que ces pays-là mettent un accent particulier dans l'opérationnalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous voici à la page des sports de cette édition d'information. En ouverture, Jean-Claude Boussougou Boulingui, l'Union sportive d'OIM, a lancé hier mercredi les activités de la saison à venir. Effectivement, avec désormais pour objectif principal jouer les premiers rôles en clair, disputer une compétition africaine. Signalons au passage le retour aux affaires après 13 ans d'absence de Daladier Hubert Minanfis, cette fois en qualité de président du conseil de surveillance de l'Union sportive d'OIM que nous écoutons au sortir de la réunion de concertation. La saison sportive 2020-2021 approche. Nous avions donc pensé qu'il serait intéressant qu'au regard de ce qui s'est passé l'année passée, nous avions vécu la crise de la Covid-19. L'équipe a évolué au ralenti. Les joueurs sont dispersés. L'encadrement technique pratiquement inexistant. Et donc, il fallait remettre les choses en l'état. Il a donc été question non seulement de faire le bilan de l'année écoulée pour améliorer ce qui a été fait et afin que l'équipe retrouve ses lettres de noblesse d'antan. J'ai trouvé l'équipe dans une situation difficile. L'équipe est à rebâtir, à reconstruire ce que nous avions fait. Nous avons pris un contact avec un de nos anciens coachs, c'est le coach Matip. Nous travaillons avec lui. Il y a certains éléments qui sont au Cameroun en ce moment pour la préparation. L'ambition qui est la mienne, c'est une vision de toujours. L'Union sportive de Yem doit être encore le club de football populaire qu'on a connu, que le club se rapproche de son public sportif oyémois. La vision, c'est de faire que nous jouions les premiers rôles cette année.
Les journalistes sportifs sont à leur 3e jour de formation pour un renforcement de capacité. 2 thèmes ont été abordés aujourd'hui par les séminaristes, l'arbitrage et le système de jeu. Hervé David Marena revient sur le premier volet, à savoir système de jeu. Les différents systèmes de jeu au football ont évolué. Cette évolution constitue une première révolution. Le directeur technique national, Raphaël Nicodème Zabanzamba, revient sur les objectifs de ce module. C'était déjà qu'il soit capable d'intégrer les systèmes de jeu. Comment on perçoit un système de jeu? C'était qu'il soit capable de pouvoir comprendre qu'un système de jeu, c'est, n'est-ce pas, le positionnement des joueurs dans le terrain, plutôt que de penser que c'est autre chose. Ce principe novateur favorise le passage au 4-4-2, puis progressivement au 4-4-3. Un système de jeu utilisé par le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu. Djibril Wanya, journaliste à la télévision Nour. Il a su nous expliquer certains événements que nous on a vécu et qu'il a pu expliquer tactiquement. On est même arrivé jusqu'aux 2 derniers matchs des Panthères. On a juste compris que les communicateurs, les journalistes que nous sommes, nous avons besoin de ces notions pour les expliquer aux populations. Au terme de ces échanges avec les séminaristes, le principal animateur, Raphaël Nicodème Zamba, ne cache pas sa joie. Je pense qu'il y a des journalistes suffisamment intelligents qui ont compris effectivement ce que nous sommes en train de dire. Rien qu'à voir les questions qui sont posées, qui sont tout à fait sensées, qui sont tout à fait pertinentes, on comprend que la satisfaction est là. La journée de ce jeudi prévoit le montage vidéo et les principes d'écriture journalistique en presse écrite. Lambaréné, Hervé David Magena, Radio Gabon. S'adapter aussi aux nouvelles règles d'arbitrage est l'un des modules très attendus dans un contexte où l'arbitrage aujourd'hui est source parfois d'incompréhension et d'interprétations multiples. Ulrich Kupangoy pour le point. Renforcer la capacité des journalistes sportifs sur la connaissance des lois de jeu en matière de modification était l'objectif visé par ce cours sur l'arbitrage. Les stagiaires ont été édifiés sur les nouvelles lois du jeu en vigueur pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Yves Ropona, ancien arbitre international. On a abordé les modifications 2020-2021 pour les édifier afin qu'ils nous aident aussi à vulgariser ces modifications-là dans l'applicabilité. Nous avons des journalistes sportifs au Gabon vers la recherche des informations, la bonne information et la connaissance des lois du jeu. Ça renforce aussi leur capacité à travers leur lot de mission et à éclairer les zones d'ombre. Des acquis qui vont aider les journalistes sportifs à mieux comprendre les décisions d'un arbitre lors d'une rencontre. Fabrice Cutry, journaliste au Gabon sportif, et Ange Snella Pombo, journaliste à Télé Africa. Donc il est important pour nous, journalistes sportifs, de pouvoir nous arrimer au changement, de pouvoir chaque jour nous renouveler dans la pratique de ce métier qu'on a choisi, pour pouvoir être à la page, comme on le dit de façon triviale. Le journaliste est un influenceur. Lorsqu'il parle, forcément le public à la maison ou dans les quartiers l'écoute. Ça a été vraiment une très belle chose d'avoir pensé à la modification des lois, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'aujourd'hui, que le football, il existe 17 lois. Donc vous voyez que ça a été bien pour eux, bien que nous déjà, parce qu'on est plus déjà on connaissait, mais beaucoup de confrères ont découvert quelque chose de nouveau. 2 autres thèmes ont été abordés lors de ce 2e jour de séminaire, à savoir l'écriture radio et l'écriture en télévision. Le séminaire de formation pour journalistes sportifs prend fin dimanche. Jean-Claude Boussougou Boulungui du service des sports. À présent, le rappel des titres. Les résultats du second tour du baccalauréat session août 2020 sont connus sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal, nous sommes allés à Makokou et au centre d'examen Immaculé, c'est à Libreville. La création de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon à l'ordre du jour de l'audience entre le ministre de la Santé et le bureau directeur de l'Association des sages-femmes du Gabon. Et puis l'État se donne 3 ans pour réaliser la transgabonaise. Un accord a été paraphé ce jeudi entre la société autoroutière du Gabon et l'entreprise de construction internationale Afcans pour la réalisation de 80 km en 1 an et demi. Ainsi s'achève cette principale édition d'information de la soirée préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. La référence à la mise en onde Ulrike Lanka, au montage Hermano Sunga. Je suis Rokia Mounime. Merci de nous avoir suivis. À demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM.
Où que vous soyez, nous sommes avec vous.